Maintenant, que le FPR ait voulu l'élimination de Abiyarimana, ça c'est un fait. Il n'y a même pas besoin de dire que Kagame aurait pu l'avouer, etc. Mais c'est la complicité des Américains, des Canadiens, des Belges qui dérange. Quand Canada Del Ponte a dit qu'il fallait éclairer cet élément-là, juridiquement, là, c'est vraiment, moi je ne suis pas juriste, mais vous, vous êtes de formation juriste. Je pense que vous pouvez expliquer mieux que quiconque que le fait qu'un procureur dise, écoute, ce déclencheur-là, nous devons l'éclairer avant d'aller de l'avant. Ça a une signification. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Kala Del Ponte, ils l'ont muselé. Ils l'ont muselé. Mais qui l'a muselé? Est-ce que c'est le FPR? Mais si le FPR, comment le FPR devient assez fort pour pouvoir museler tout le monde, pour pouvoir vraiment mettre un embargo sur la vérité? Mais il y a l'implication des Américains, et c'est ça le rôle des Américains, des Canadiens et des Belges et des Nations Unies. C'est là que nous devrions savoir. C'est quoi, qu'est-ce qui dérange aux Nations Unies? Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans les studios de la Voix des Grands Lacs. Notre invité s'appelle Monsieur Munyabagisha Sekidende. C'est un citoyen canadien d'origine rwandaise. Il est auteur de plusieurs livres. Je vais les partager avec nos auditeurs. Et en attendant, je salue M. Munyabagisha. Bonjour, M. Munyabagisha. Bonjour, M. Ndagijimana. Comment allez-vous dans le Grand Nord canadien ou dans le Sud? Je ne sais pas exactement où vous êtes situé. Je suppose que c'est à Montréal. Oui, c'est ça. Ça va très bien ici à Montréal, dans la banlieue de Montréal. Moi, je suis à Drummondville, à 90 km de Montréal. Mais 90 km, c'est petit par rapport à la grandeur du Canada. Écoutez, on va passer directement au sujet du jour. Là, les téléspectateurs et les auditeurs ont devant leurs yeux un écran Internet qui montre les livres que vous avez publiés. Un en Kinyarwanda qui s'appelle Amahindura Umuvuno Wiyunge Nyakuri et deux autres intitulés Pourquoi nos fossoyeurs sont-ils vos héros? C'est un livre très expressif. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Et un dernier, le plus récent, s'intitule Rwanda, j'ai abattu l'avion du président. Donc, vous parlez à la première personne du singulier. Vous, Munyabagisha, vous prétendez avoir abattu l'avion du président. Vous nous expliquerez pourquoi. Vous avez abattu l'avion du président, oui ou non? Ou vous parlez au nom de quelqu'un d'autre? Merci, mon cher Ndagijimana. Merci pour m'inviter, me donner l'occasion de m'exprimer, de partager les idées qui sont contenues dans ces livres, dans mes œuvres, et de les partager à vos auditeurs, puis c'est ça à travers vos ondes. Alors, pour répondre à votre question, le dernier livre est paru aux éditions Lambda, c'est au Québec. J'ai abattu l'avion du président. Est-ce que c'est moi qui ai abattu l'avion du président? Écoute, vous comprenez que la question que vous posez, vous avez déjà donné la réponse. Est-ce que c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Bon, mais je dis que c'est moi, j'ai abattu l'avion du président. Et puis, l'idée, c'est de dire, abattre un avion, encore un avion d'un président, ce n'est pas quelque chose de banal. Mais on abat un avion et à bord de cet avion, il y a deux présidents. Et puis, mais il y a des pilotes, il y a d'autres personnes. Ce n'est pas un avion commercial, ce n'est pas, comment on appelle, une machine volante à bord de laquelle il n'y a aucun être humain qui s'abat et puis qui disparaît, on n'en parle pas. Mais alors, comment ça se fait-il qu'un avion comme ça, puis des êtres humains, des présidents encore, deux présidents, un exercice est abattu, puis
silence radio, on n'en parle pas. C'est comme un fait banal. C'est l'avion qui a été le Falcon 50 de fabrication française qui avait été donné par la France au Rwanda et à bord duquel étaient les deux présidents Habyarimana et l'amiral du Burundi. Bon, Habyarimana du Rwanda, évidemment. Et puis d'autres personnes aussi qui étaient à bord. Donc, moi, je me dis, comment se fait-il que cet avion est abattu au-dessus de l'aéroport de Kigali, un aéroport qui était contrôlé par les casques bleus. Et silence radio, on n'en parle pas, c'est comme si c'était un non-lieu. Alors là, moi je me dis, non, non, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui avoue avoir abattu cet avion. Donc, s'il n'y a personne qui ose avouer, bon, moi je me porte volontaire et je vais avouer, dire que je l'ai abattu. Comme ça, au moins, ça va encourager la personne qui a abattu l'avion de sortir de sa cachette, de dire non, 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 monsieur François, vous mentez, c'est pas vous qui l'avez abattu, c'est nous, c'est moi qui l'ai abattu, c'est nous qui l'avons abattu. Jusqu'à date, j'attends que la personne se manifeste. Et si la personne ne se manifeste pas, bon, peut-être que ça va finir par, on va finir par confirmer que c'était moi. Mais là, on va résoudre le problème. Au moins, on va savoir qu'il y a quelqu'un qui l'a abattu. Bon, blague mise à part, ça c'est un raisonnement un peu philosophique, un peu. Mais dans le livre, j'essaie de poser des questions énigmatiques et j'essaie d'explorer des pistes. Parce que à date, on nous a amené deux pistes. On nous a dit l'avion a été abattu soit par les forces armées régulières, donc du président Habyarimana, comme si donc ces hommes l'ont abattu parce qu'ils cherchaient un prétexte pour pouvoir exterminer les populations dites Tutsi. Bon, ça c'est une hypothèse qui nous a été amenée, qu'on nous a chantée des années. Mais de notre côté, on a une autre hypothèse. On nous dit que l'avion a été abattu par les rebelles, du FPR, parce que, évidemment, les rebelles, on peut comprendre la logique des choses. Et les rebelles avaient tout intérêt à l'abattre. Hein. C'était tout à fait normal pour eux autres d'abattre cet avion. Évidemment, ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils auraient choisi de l'abattre, sachant très bien qu'en l'abattant, ce qui allait s'en suivre n'allait pas être beau du tout. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on nous a amené les deux situations où c'est les Hutus, extrémistes Hutus d'un côté, et puis le FPR, les extrémistes du FPR de l'autre côté, qui auraient abattu l'avion. Moi, je me pose la question, je me dis, est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce que ce n'est pas possible qu'il y ait une troisième force? Bon. Et pourquoi je m'amène à me poser la question de l'existence d'une troisième piste? C'est que quand je regarde, comment se fait-il que deux armées d'Africains abattent un avion comme ça et puis aux Nations Unies, on ne veut pas faire d'enquête les Nations Unies ne veulent pas faire d'enquête. Bon, évidemment, au tribunal pénal international qui a été institué pour juger les crimes commis au Rwanda dans ces années-là. Mais ce tribunal n'a pas voulu non plus examiner cet élément-là. Alors là, moi, je me dis, mais c'est qui a pu être assez fort pour fermer ces pistes, pour empêcher qu'on fasse l'enquête, qu'on fasse la lumière sur cet attentat? C'est qui était assez fort pour empêcher cela? Et c'est là que je m'en vais dans le livre et j'essaie de présenter une autre piste. Et cette piste-là, je vais vous dire, moi, elle m'amène droit à la responsabilité des Américains et des Nations Unies. Je veux vraiment sensibiliser, je veux amener les gens à se poser la question et à comprendre que c'est très, très important que cet attentat-là soit élucidé et puis qu'on arrête. Et puis, autre chose aussi, c'est que j'essaie dans le livre de démontrer que nous,
les Rwandais, nous avons la responsabilité première. C'est nous qui avons la responsabilité première de faire la lumière. Nous ne devons pas attendre des étrangers cette lumière-là. Il nous incombe. C'est pour cela que moi, je me porte, je dis, j'ai abattu l'avion. Je ne veux pas qu'on demande à autres, même si j'amène une autre piste de dire l'avion, et il y a quelqu'un qui a mis la mèche, hein, et le feu à la mèche, mais c'est notre responsabilité. Et comment analyser, aborder notre responsabilité? Dans le livre, j'essaie d'aller par exemple, je me dis, quand on dit par exemple que l'avion a causé le déclencheur du génocide, hein, et oui, il est le déclencheur, mais il ne faut pas qu'on reste les yeux figés sur ce déclencheur-là. Il faut voir que c'est comme une mèche, comme le feu, on met le feu à la poudre, à une poudrière. Mais si on voit le feu seulement qui tombe sur la poudrière et on oublie qu'il y a la poudrière, on n'est pas avancé. Il faut aussi qu'on descende, qu'on aille voir la poudrière. Qu'est-ce qui a fait qu'il y avait une poudrière, il y avait une situation explosive? Cette situation explosive existe et on ne peut pas l'ignorer et comment voir qu'il y a quelqu'un qui a mis le feu à la poudrière. Sérieusement, là, s'il se présentait, je serais heureux. D'ailleurs, c'est ce que je voudrais, qu'il se présente. Parce que jusqu'à date, là, ils ignorent, ils disent, ils ne savent pas, c'est un non-lieu. Même en France, chez vous, là, dernièrement, il y en a des juges qui ont osé dire c'est un non-lieu. Donc, on ne peut rien dire. Mais non, mais ça c'est se moquer des gens, c'est se moquer de nous. C'est penser que nous, les Africains, les Rwandais, on est des idiots. On peut nous raconter des bobards, de n'importe quoi. Alors moi, je voudrais bien qu'ils disent, au lieu que ça dise que c'est un non-lieu, qu'ils prennent moi, qu'ils m'amènent. Alors là, devant la justice, moi, je vais pouvoir poser les vraies questions. Parce qu'il y a des questions qui ne posent pas. Il y a des questions qui ne posent pas. Moi, je vois comment. Et Dallaire, le général Roméo Dallaire, qui avait la responsabilité de la sécurité de l'aéroport à Kigali. Comment se fait-il qu'en rentrant, il arrive au Canada et il est blindé, on le nomme sénateur pour que plus personne ne lui pose des questions? Je ne comprends pas pourquoi. Luc Marchal, en Belgique, il rentre chez lui, et puis quand il arrive chez lui, on l'amène devant un conseil, on commence à le juger, on le trimballe à gauche, à droite, on lui pose des questions énormes, mais quand lui demande qu'on fasse venir M. Dallaire, excusez-moi, le général Dallaire, le Canadien, mon compatriote, mon concitoyen plutôt, qu'on l'amène éclairer, apporter de l'éclairage en Belgique, il refuse. On refuse, on dit non, non, non. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Louis Arbour, qui était procureur au TPIR, quand ils ont commencé à regarder ce qui se passe du côté de cet avion-là à Kigali. Mais là, le Canada la rappelle rapidement, elle revient au Canada et on la nomme juge à la Cour supérieure. Mais pourquoi on la nomme juge à la Cour supérieure? Mais on veut la faire taire, on veut qu'elle ne parle pas. Mais pourquoi le Canada ne veut pas aider à éclairer cette affaire? Maintenant, que le FPR ait voulu l'élimination de Abiyarimana, ça c'est un fait. Il n'y a même pas besoin de dire que Kagame aurait pu l'avouer, etc. Mais c'est la complicité des Américains, des Canadiens, des Belges qui dérange. Quand Kalla Del Ponte a dit qu'il fallait éclairer cet élément-là, je lui dis comment là? C'est vraiment, moi je ne suis pas juriste, mais vous êtes de formation juriste. Je pense que vous pouvez expliquer mieux que quiconque que le fait qu'un procureur dise, écoute, ce déclencheur-là, nous devons l'éclairer avant d'aller de l'avant. Ça a une signification. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Kalla Del Ponte, ils l'ont muselé. Ils l'ont muselé. Mais qui l'a muselé? Est-ce que c'est le FPR? Mais si le FPR, comment le FPR devient assez fort pour pouvoir museler tout le monde, pour pouvoir vraiment mettre un embargo sur la vérité? Mais il y a l'implication des Américains, et c'est ça le rôle des Américains, des Canadiens et des Belges, et des Nations Unies.
C'est là que nous devrions savoir. C'est quoi, qu'est-ce qui dérange aux Nations Unies? Qu'est-ce qui dérange à l'OACI, l'Organisation pour l'aviation civile, dont le siège est ici à Montréal? Pourquoi l'OACI n'a pas voulu urgenter une enquête? Jusqu'à présent, ça fait 27 ans, 26 ans, 27 ans. 27 ans. Mais l'OACI, non, il ne veut rien. Ce n'est pas eux qui vont faire l'enquête, mais pour éclairer cet attentat-là. Mais on va voir des commissions en France, des gens en France qui vont faire des smagrées dans des plaines quelque part, et puis ils vont dire, voilà, nous, on a fait des expertises et ils nous prennent pour des... C'est quoi là? Et pourquoi l'OACI ne fait pas? Moi, j'ai posé la question à un inspecteur de l'OACI, et quand je lui ai posé la question, savez-vous ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mais François, si vous n'êtes pas content d'avoir survécu et que vous voulez vous suicider, il y a le Saint-Laurent, il y a le pont Jacques-Cartier, vous pouvez sauter, il n'y a personne qui va vous ramasser. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai bien compris. Et pourtant, c'est quelqu'un qui était en poste à Nairobi et qui devait être au courant de certains faits. Mais l'OACI ne veut pas. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils ont peur du FPR? Non, je ne pense pas. Ils ont peur du Canada, ils ont peur de l'ONU, ils ont peur des Américains. Bon, c'est sûr qu'il y a à mon avis, dans mon livre, j'essaie de montrer qu'il y a une complicité criminelle qui a permis au FPR d'atteindre son but. Et cette complicité-là, des Américains, des Belges, des Canadiens, fait que eux, ils mettent l'embargo sur la vérité. Ils ne veulent pas que la vérité soit connue. Quand j'ai publié ce livre, l'éditeur, le GRG, au début, quand je lui ai remis le manuscrit, il m'a dit, mais François, je ne peux pas publier ça. Nous avons passé pratiquement une nuit et en discutant là-dessus, je ne démordais pas, puis il me dit, n'essaye pas de me convaincre parce que ça, si c'est ce que tu dis, si c'était vrai que les casques bleus aient été utilisés, donc ça serait très grave. Et ça serait très grave, et puis si on publie ça, on va être poursuivi. Moi, j'ai dit, mais écoute, laisse faire s'il le faut, moi je vais créer une maison d'édition, puis je vais le publier moi-même. Et là, il me dit, j'ai une solution. Il a envoyé le manuscrit à ses amis aux Nations Unies. Parce que lui, il publie des livres des Nations Unies sur l'environnement. Il a un contrat, puis ça fait depuis un temps, puis il publie ça. Puis en passant, c'est quelqu'un qui a une feuille de route quand même impressionnante. Il a enseigné à l'école militaire où a étudié. Il a même enseigné Dallaire. Bon. Et là, il envoie, il me dit, ben, je veux voir des réactions. Quand il a reçu les réactions, savez-vous, il m'a dit, on va de l'avant, mais vous allez changer de formulation. Vous n'allez pas affirmer que les casques bleus ont été utilisés pour abattre l'avion, mais vous allez mettre au conditionnel. C'est ainsi que j'ai dit, mais OK, là au conditionnel, je vais l'écrire maintenant avec une touche humoristique. Je vais dire que j'ai abattu l'avion avec une flèche, avec une flèche, un arc. Je suis allé dans mon terrain derrière, puis j'ai pris une veste tache-tache, et là, j'ai pris une arc, puis ma fille m'a pris une photo, là, j'ai posé, j'ai abattu l'avion comme ça, avec une flèche. Moi, je veux parler du Canada en premier, parce que je suis Canadien. Et j'aimerais bien que le Canada, mon pays, m'aide à avoir des réponses. Et ça m'énerve de voir que le Canada ferme les yeux face, c'est comme si on... Ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise, je me dis, mais non, il faut qu'on nous respecte. Nous sommes des citoyens canadiens, nous avons besoin que le Canada nous aide à avoir la vérité. Parce que cette vérité, ce n'est pas seulement pour nous soigner, mais c'est pour soigner aussi l'humanité. Epundorere